Je ne sais pas si quelqu'un lira un jour ces lignes. À vrai dire, je ne sais même pas pourquoi je les écris. Par habitude peut-être, ou par culpabilité. Peut-être que je crois que coucher tout ça sur papier empêchera ces souvenirs de me ronger le crâne jour et nuit. Quelle qu'en soit la raison, ce carnet est tout ce qu'il me reste. Tout le reste est déjà perdu. Je m'appelle Samson, officiellement c'était Ranger Samson quand je portais encore l'uniforme. J'ai travaillé dans le parc national de Northern Ridge pendant 16 ans. Une éternité, je sais, tellement que les petits nouveaux disaient en riant que j'étais arrivé avec les arbres. La plupart d'entre eux ne tenaient pas une saison complète, trop doux, trop citadins. Vous seriez surpris de voir combien de gens veulent fuir la civilisation, mais fondent en larmes dès qu'ils perdent le signal de leur téléphone. Mais moi j'ai toujours su que j'étais à ma place ici, je suis né dans la forêt. Mon enfance s'est faite sous des tentes mal imperméabilisées, au coin de feux de camp souffreteux, avec des boîtes de haricots froids pour tout festin. Le matin, je me réveillais au bruit sourd de quelque chose qui se déplaçait dans les fourrés. Peut-être un raton laveur, un ours, ou mon père, tentant de rallumer le feu avant que ma mère ne remarque qu'il s'est éteint. On n'avait pas grand-chose, tandis que d'autres familles s'envolaient vers Disney ou embarquaient pour des croisières exotiques. Nous avions notre vieille tente percée dans les coins, un réchaud à gaz qui couinait comme une chèvre en fin de vie, et surtout nous avions les bois, et ça suffisait. Je devais avoir 10 ans quand j'ai croisé un garde forestier pour la première fois. Un géant à la barbe fournie, lunettes noires vissées sur le nez, qui dégageait une autorité tranquille dans son uniforme vert et brun, comme s'il dirigeait tout le parc. Il m'a laissé tenir sa lampe torche pendant qu'il examinait le pied de ma sœur. Elle avait marché sur un vieux clou rouillé. Rien de trop grave. J'ai dû lui poser 1 millier de questions. Il a répondu à toutes. Ça m'est resté, je n'ai jamais mis les pieds à l'université. Je n'en avais pas besoin. J'ai enchaîné les boulots de conservation, pris des cours du soir quand il y avait du courant au poste et que je n'étais pas trop épuisé. J'ai obtenu ma licence, mon écusson, et je n'ai plus quitté le parc depuis. Les équipes ont changé avec les années, des visages qui passaient comme les saisons, mais moi je suis resté. Et Bailey aussi. Bailey, c'est ma chienne. Une berger australien, maligne comme personne, un peu trop curieuse et sans conteste la meilleure partenaire que j'ai jamais eue. Je l'ai adoptée dans un refuge à Oak Hill il y a 12 ans. Elle était maigre, nerveuse, abandonnée par une famille qui avait déménagé sans elle. Le jour où je l'ai vue, elle s'est assise à mes pieds et n'a plus bougé. Elle m'avait choisi. Depuis, on ne s'est plus quitté. Elle n'était pas juste un chien, elle faisait partie de l'équipe. Les enfants en sortie scolaire l'adoraient, l'entouraient pour lui faire des tours. Elle faisait toujours mine d'être désintéressée, puis se laissait convaincre et finissait par leur voler leur goûter. Bailey a un 6e sens pour les barres de céréales, infaillible. Notre routine était bien huilée. Le matin, on se levait avant l'aube. Je préparais le café sur le vieux réchaud, pendant qu'elle s'installait devant la porte du poste, les oreilles dressées, surveillant la lisière des arbres. Petit déjeuner, pain grillé ou plat réchauffé au micro-ondes si le générateur daignait fonctionner. Sinon, céréales molles et lait tiède sortis de la glacière. Puis on partait faire nos rondes. Les rondes, c'était tout un monde. On arpentait les sentiers principaux, on dégageait les branches tombées, on vérifiait les panneaux, les cabanes. Parfois, on tombait sur des canettes de bière ou les restes d'un feu de camp clandestin, des ados de la ville, persuadés d'être des experts en survie. On écrivait des rapports, on prenait des photos, on laissait des avertissements. Bailey adorait l'odeur des cendres. Elle les reniflait comme si elle lui racontait une histoire. Vers la mi-journée, on s'arrêtait au bord du lac. Elle courait après les grenouilles pendant que je m'asseyais au bout du ponton à contempler la brume qui se levait de l'eau. Je me demandais parfois si j'aurais dû faire autre chose de ma vie, quelque chose de plus grand. Mais je revenais toujours à ce silence. Ce genre de silence, on ne le trouve pas dans le monde réel. Les gens pensent qu'un ranger passe ses journées à câliner les arbres. Mais être garde forestier, c'est autre chose. C'est réparer des clôtures, repêcher des randonneurs tombés dans les rivières, apprendre aux enfants à ne pas finir dans la gueule d'un ours. C'est des péperasses sans fin, des touristes qui ne lisent pas les panneaux, des recherches qui s'étirent dans la nuit noire. Et parfois, oui, c'est aussi rapporter un corps. Pas souvent, mais suffisamment pour que ça marque. Et malgré tout, j'adorais ce boulot. Même les jours les plus durs, nous étions une vraie équipe autrefois, 6 au total.
Jake, Amanda, Torres, Pete et Ellie. Tous passés par les scouts, insigne d'aigle, badge de mérite, camp de survie. Ils étaient arrivés pleins d'espoir, de tableaux Excel et de sifflets. Je les ai vus évoluer, s'endurcir. On est devenu une sorte de famille. Pete avait même sculpté une plaque qu'on avait accrochée dans le poste, la garde verte. Un peu ringard peut-être, mais on la portait comme un blason. Le temps a fait son œuvre. Les uns sont partis pour de meilleurs postes, pour fonder une famille, pour suivre le soleil à l'ouest. Amanda fut la dernière à partir au printemps. Elle disait vouloir se rapprocher de la civilisation. Je crois que les bois commençaient à lui peser, mais elle ne l'a jamais admis. Elle a juste souri un peu trop grand, tapoté la tête de Bailey une dernière fois. Je n'ai pas posé de questions. Je ne voulais pas connaître les réponses. Et puis il n'y avait plus que moi. Enfin, moi et Bailey. Je crois que c'est pour ça que j'ai commencé à écrire ce carnet. Pas parce que je suis un héros, je ne suis pas un de ces rangers de cinéma avec la mâchoire carrée et un passé tragique. Je suis juste un homme qui aime la forêt. Un homme qui pensait que si on respectait la nature, elle nous respecterait en retour. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Pas toujours. Parce que la forêt, elle ne vous doit rien. Et un jour, quelque chose a changé là-dedans. Je ne suis pas encore prêt à parler de cette partie-là. Pas maintenant. Je voulais commencer par le début, par les bons souvenirs. Quand Bailey roulait encore dans les aiguilles de pin, quand l'équipe échangeait des blagues idiotes sur les ondes radio, quand le pire qui pouvait arriver, c'était un réservoir d'essence percé ou un randonneur têtu qui refusait de suivre les balises. Ce passé-là, il était réel, il comptait, et peut-être qu'en l'écrivant morceau par morceau, je réussirais à me rappeler ce que ça faisait avant que tout ne s'effondre. Tout a vraiment commencé cet été-là. Juin, je crois. Difficile de dire le jour exact, mais je me souviens parfaitement de la sensation. Il faisait une chaleur écrasante, mais l'air vibrait, comme si le parc tout entier s'étirait après un long sommeil. L'été ici, ça ressemble à ça, une sorte de renaissance. Les familles débarquent avec leurs minivans pleins à craquer de tentes, de glacières et de vélos. Les gosses pendus aux fenêtres hurlant « marshmallows » ou « je veux pêcher » pendant que les pères manœuvrent des remorques comme s'ils n'avaient jamais fait marche arrière de leur vie. Les mères, elles, agrippent des plans de camping comme s'il s'agissait de cartes au trésor. C'est la haute saison, et ça signifie toutes les mains sur le pont. On retrouve de tout, des gens qui essaient de faire un barbecue au beau milieu d'un sentier, des enfants courant après des ratons laveurs, et des ados qui s'imaginent en Bear Grylls crapahutant dans les bois à la tombée de la nuit. On disait souvent qu'il nous fallait plus de rangers, non pas pour protéger le parc, mais pour protéger les humains d'eux-mêmes. Bailey, elle, était au paradis. Elle se baladait de campement en campement comme si elle en était la mairesse. Tout le monde la connaissait. Certains visiteurs emmenaient même des biscuits pour chiens au cas où ils croiseraient la mascotte du parc. Elle avait ses adresses préférées. Le vieux couple de la cabane 6 lui donnait du jerky. Les Thompson, près de l'entrée ouest, partageaient leurs œufs brouillés tous les matins. Elle était meilleure en relations publiques que nous tous réunis. L'été battait son plein, la forêt bourdonnait de vie, des insectes, des oiseaux, des écureuils, et surtout, des rires. Les premières semaines, c'est toujours comme ça. Les campeurs n'ont pas encore de coups de soleil, les moustiques ne les ont pas encore vaincus, et la magie de la nature opère encore. Je croyais que ce serait une belle saison, une de celles dont on se souviendrait, et en plus, j'étais en train de former un nouveau venu, un étudiant calme et sérieux prénommé Ralph. Il avait cette manière rigide mais touchante de noter chaque chose dans un petit carnet. Il prenait tout très à cœur, comme si la forêt allait lui faire passer un examen. Il posait beaucoup de questions, notamment sur les vieux sentiers miniers à l'est. Ce coin-là, ça fait des années qu'on l'a fermé. Les mines ont été désaffectées à la fin des années 60. Trop instables, trop dangereuses. Il y a des panneaux d'interdiction, des barrières, mais les intrépides et les gamins curieux les ignorent, bien sûr. Et puis il y a eu le premier signalement. C'était début juillet. Un appel est arrivé au poste vers 17h. Un gamin et ses parents avaient vu quelque chose dans les bois, près d'un des puits effondrés. Ils avaient dépassé les limites balisées, à environ 400 mètres des panneaux d'avertissement. Je les ai retrouvés à la station numéro 2, près du parking de gravier. Les parents avaient l'air gênés. Le garçon, non, il s'appelait Jimmy, 14 ans peut-être, maigre comme un piquet, vêtu d'un de ces t-shirts noirs démesurés avec le logo d'un groupe indéchiffrable. Il m'a raconté avoir quitté le sentier pendant que ses parents faisaient griller des saucisses pour prendre des photos dans le cadre d'un projet scolaire sur l'érosion. Il sort alors un vieux téléphone, un iPhone tout éclaté. Il me montre 2 photos, granées, floues, trop zoomées.
La première ne montrait que des arbres, mais dans la seconde, juste au centre, il y avait quelque chose. Quelque chose de bien trop grand et trop mince, comme une silhouette humaine étirée jusqu'à l'extrême. Ça se tenait entre deux arbres hauts d'environ 3 mètres. Ses bras ou ce qui y ressemblait pendaient anormalement, mais ce qui m'a marqué, c'est la forme de sa tête. Ce n'était pas une tête, c'était un haut-parleur métallique. Comme une vieille sirène d'alerte aérienne rouillée. J'ai eu un frisson, mais j'ai ri, j'ai haussé les épaules. Probablement une vieille pièce d'équipement minier, un effet d'optique, et puis ces caméras de téléphone, ça pixelise tout, surtout dans l'ombre. Les parents ont été soulagés, ils voulaient juste retourner au camp, mais le gamin, lui, il m'a fixé. Pas avec colère, juste du silence, un silence lourd, comme s'il savait que je ne le croyais pas. Je n'en ai pas parlé dans mon rapport. J'ai juste noté l'incident dans le journal de bord. Je pensais que ce serait un cas isolé, un délire passager. Les bois peuvent faire ça. On y voit des formes étranges, on interprète mal des ombres, on laisse son imagination faire le reste. Mais ce n'était pas un cas isolé. Une semaine plus tard, nouveau témoignage. Cette fois, 2 étudiants venus randonner près du sentier de surveillance incendie. Ils ont affirmé avoir vu quelque chose dans les bois, immobile, immense, couleur gris pâle. D'abord, ils ont cru à un élan, mais ça ne bougeait pas comme un élan, et surtout, ça n'avait pas de jambes, du moins pas comme un animal. Ils n'avaient pas de photo. Ils disaient que ça avait disparu quand ils avaient détourné les yeux une seconde. Encore une fois, j'ai calmé le jeu. Vous avez fait 6 kilomètres en montée en août, la fatigue peut faire des tours. Mais j'ai noté l'incident, encore, puis d'autres ont suivi. Toutes les quelques nuits, de nouveaux récits, différentes personnes, différentes zones, mais toujours la même description, quelque chose de trop grand, de mal formé. Observé à distance, souvent vers l'est, toujours près des anciennes zones minières. Certains avaient des photos, floues, mais étrangement semblables. Impossible d'y voir clairement, mais impossible de nier non plus. Et là, Internet s'en est mêlé. Les forums, Reddit, des blogs d'illuminés. L'un des posts l'appelait Siren Head, une légende urbaine venue du nord du Canada peut-être. Pas d'origine locale, mais maintenant, elle était chez nous. Ça a fait boule de neige. Les jeunes rangers se sont mis à en rire. Certains prenaient des photos de vieilles sirènes rouillées le long des sentiers, ajoutaient des légendes comme « On a entendu un truc bizarre aujourd'hui ». Je n'aimais pas ça, mais je comprenais. Plus de visiteurs, plus de budget. On a eu un record de fréquentation ce mois-là. Le parc débordait de vie. Des familles, des rires, des marshmallows fondus et des ados qui partaient chasser le monstre à la lampe torche après le coucher du soleil. Mais moi, j'avais ce poids dans la poitrine. Je savais que ce n'était que le calme avant la tempête. Et j'avais raison. La première fois, on a cru à un accident banal. Un randonneur avait glissé sur un ancien sentier en bordure de falaise du côté du bassin supérieur. Le sol là-bas est instable, friable, rien d'étonnant. Il s'en était tiré avec une cheville foulée et nous avec une ligne de plus sur le registre d'intervention, rien d'alarmant, mais la deuxième fois, c'était différent. Une femme s'est présentée au poste numéro 3, au beau milieu de la nuit, le regard hagard, les traits tirés par le manque de sommeil. Elle parlait vite, trop vite, avec des phrases décousues. Sa tente avait été tranchée, pas griffée, pas déchirée par un animal. Non, coupée, nette, d'un seul trait, comme si une lame était passée à hauteur d'homme. Trop haut pour un loup, un coyote ou même un ours. On a essayé de rationaliser. Un campeur ivre, une mauvaise blague, ou un raton laveur très ambitieux, mais au fond, on savait que quelque chose ne tournait pas rond. Et puis, les animaux ont commencé à disparaître. Un chat d'abord, attaché devant une caravane. Puis un beagle, réputé pour vagabonder, mais toujours capable de retrouver son chemin. Et puis 2 chiens, disparus la même nuit, à 2 coins opposés du parc. L'un des laisses était encore là, attaché à un arbre, mordu, proprement sectionné, comme si la forêt les avait avalés. C'est là que j'ai raccourci la laisse de Bailey. Elle n'aimait pas ça. Elle, qui avait l'habitude de courir librement en éclaireuse, restait désormais collée à mes talons. Elle ne tirait pas, elle ne protestait pas, mais ses yeux, elle ne comprenait pas. Et je ne savais pas comment lui expliquer. Ensuite sont venus les gens. Au début, ils disparaissaient pendant quelques heures. Une randonnée trop longue, une bifurcation mal prise. Mais bientôt, ce fut une famille entière. 4 personnes.
leur tente encore fermée, le feu de camp éteint proprement, leur nourriture intacte. On les a retrouvés à près d'1 kilomètre de là, assis sous un arbre, muets, figés, comme figés dans un rêve. 2 d'entre eux ne se souvenaient pas du tout de comment ils étaient arrivés là. La mère appelait son fils en boucle alors qu'il se tenait juste à côté d'elle. Et le père restait assis, le regard vide, comme s'il avait débranché son âme. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi, puis il y a eu les voix, pas dans ma tête, pas dans la radio, mais dans les témoignages. Des gens disaient avoir entendu quelqu'un, un bébé pleurant, une voix connue appelant leur nom, parfois un frère, une mère, quelqu'un mort depuis longtemps. Une femme a suivi ce qu'elle croyait être la voix de son mari. On l'a retrouvée enfoncée jusqu'à la taille dans un roncier, les vêtements en lambeaux, les jambes ensanglantées. Son mari était mort depuis 5 ans. Un autre homme a marché 5 kilomètres hors sentier, persuadé d'avoir entendu un enfant appeler à l'aide. Quand on l'a trouvé, il ne disait rien. Il fixait la forêt, haletant comme après un marathon. Et puis il y a eu le garçon. Il faisait partie d'un groupe scolaire en visite. On longeait la crête, d'où on aperçoit la cascade, quand soudain des cris. Bailey s'est mise à aboyer frénétiquement. Un gamin venait de franchir le bord. Sans hésiter, sans crier, comme s'il n'avait pas vu le précipice. Il a plongé dans le ruisseau glacé en contrebas. J'ai couru, mais Bailey, elle avait déjà sauté. Elle s'est jetée dans l'eau glaciale, a attrapé le col de son manteau et l'a tiré hors du courant. Je n'ai jamais su comment elle a fait. Le garçon, tremblant, toussant, nous a raconté « J'ai entendu quelqu'un appeler. Ma sœur, elle pleurait. Je devais l'aider. Sa sœur était dans sa cabane à 2 kilomètres de là. » Cet incident a fait la une des journaux. Une chienne héroïque sauve un enfant d'une noyade. Bailey a reçu une médaille de la ville. Je l'ai accrochée à son collier. Elle a essayé de la mâchouiller. Après ça, on a suspendu les visites guidées. Mais les jeunes, ils ont continué à s'introduire dans le parc après la fermeture. Ils voulaient des vidéos, des vues, la gloire. On les retrouvait parfois rapidement, parfois non. Une nuit, 3 adolescents ont été retrouvés accroupis près de l'ancien puits minier, le dos contre un mur effondré, les yeux grands ouverts, aucun mot, aucune explication. Mais ils n'avaient pas besoin d'expliquer. Je savais ce qu'ils avaient vu. Après cette nuit-là, tout a changé. Le simple surnom que les jeunes avaient lancé en plaisantant, Siren Head, est devenu quelque chose de plus sombre. Il ne s'agissait plus d'une blague, ni d'un jeu. La peur s'est immiscée dans les interstices du quotidien, dans les regards échangés en silence, dans les voix hésitantes au talkie. Et puis ce furent les cadavres, pas humains, pas encore, des animaux, principalement des cerfs. On les retrouvait à des endroits où ils n'auraient jamais dû être, en plein milieu des sentiers, à côté des cabanes, posés là, comme une offrande ou un avertissement. Ils étaient ouverts, pas arrachés, pas mordus, pas traînés, ouverts comme si quelque chose les avait disséqués avec soin. Leurs côtes semblaient brisées vers l'extérieur, leurs entrailles disparues. Pas de sang, pas de traces de lutte, juste le vide. Bailey refusait de s'en approcher. Elle baissait les oreilles, reculait doucement et fixait les arbres, comme si quelque chose la regardait en retour. C'est peu de temps après qu'ils ont fermé le parc. Officiellement, des restrictions budgétaires, un réajustement saisonnier. La fréquentation était soi-disant en baisse, mais je savais que c'était un mensonge. Ils voulaient vider les lieux, vite, net, parce qu'ils savaient, même s'ils ne le disaient pas, même si aucun rapport n'osait l'écrire noir sur blanc. Quelque chose vivait dans ces bois, et nous l'avions réveillé. La plupart des collègues sont partis dans les jours suivants. Je ne leur en veux pas après ce qu'on avait vu, pas après ce qu'on avait commencé à comprendre. Mais moi je suis resté, pas parce que je pensais pouvoir régler quoi que ce soit, mais parce que je ne pouvais pas partir comme ça. Ce parc, c'était chez moi, mon refuge depuis 16 ans. Je connaissais chaque racine, chaque ruisseau, chaque repli du terrain, et je ne voulais pas partir sans lui dire adieu. J'ai demandé 2 semaines, juste assez pour faire le ménage, verrouiller les cabanes, dire au revoir à ma manière. J'ai essayé de laisser Bailey chez ma sœur. 3 fois. 3 fois, elle a réussi à s'échapper et à revenir jusqu'à moi. Elle savait, elle sentait que je n'en avais pas fini. Ces derniers jours furent étranges. La forêt semblait plus légère. Pas en paix, non, mais vidée. Plus de chants d'oiseaux, plus d'insectes. Même les vents semblaient souffler avec précaution. Bailey ne courait plus en avant. Elle restait contre ma jambe, silencieuse, alertée. Un après-midi, on est tombé sur un autre cerf. Celui-là était déjà là depuis quelques jours, des mouches partout, ses pattes avaient disparu. Pas arrachées,
Pas mangé, juste enlevé, net. Sa tête était tordue vers l'arrière, la langue pendante comme un chiffon. Cette nuit-là, j'ai barricadé la porte de la cabane, pour la première fois depuis des années, et je me souviens de ce dernier jour comme si c'était il y a 10 minutes. Je venais de finir de balayer le vieux dortoir. Personne n'y avait dormi depuis des semaines, mais je voulais le laisser propre, une sorte de respect, de rituel. La poussière recouvrait tout, les lits, les fenêtres, même la cafetière oubliée. Tout semblait attendre d'être effacé. Je suis rentré à la station principale juste avant le crépuscule. Le soleil illuminait les arbres d'un feu doré irréel. J'ai nourri Bailey, je me suis servi le reste du café instantané, et je me suis assis à mon bureau, regardant l'horizon. Je pensais que je ressentirais quelque chose, du soulagement, une forme de paix, mais non, juste de la fatigue. Et puis, je l'ai vu, une lueur orange, lointaine, juste au-delà de la lisière, près de la vieille route de service, pas le soleil couchant, il était déjà derrière les collines. Non, c'était du feu, un feu illégal dans une forêt sèche, fermée au public. J'ai figé, un instant j'ai prié pour que ce soit un simple reflet, mais la lumière persistait. Je suis rentré, j'ai attrapé mes clés, ma lampe et j'ai démarré le pick-up. Bailey est monté sans un mot, les yeux déjà fixés sur la lueur à l'horizon. Nous avons suivi la route lentement, roulant sur le gravier comme si le moindre bruit pouvait nous trahir. En arrivant près du croisement de l'ancienne carrière, les flammes sont devenues visibles. Un petit feu de camp, parfaitement installé, discret, mais indéniable. Et juste à côté, un garçon. « Tu n'as rien à faire ici », et je dis calmement. Il a sursauté, s'est retourné. Un instant, j'ai cru qu'il allait fuir. « Ne cours pas, tu n'es pas en danger, je veux juste comprendre. » Il a regardé Bailey, puis moi. « Vous êtes un rangé ?» Le dernier. « Je m'appelle Samson. »« Jimmy » a-t-il soufflé. Je l'ai reconnu. C'était le gamin de la première photo. « Tu filmes un projet scolaire ?» Non. J'ai posté les premières photos, celles du truc. Il y a 6 mois. Il hésitait. Il avait honte. Les gens disaient que j'avais menti, que c'était faux. Alors je suis revenu pour prouver que j'avais raison. Alors tu as allumé un feu dans une forêt fermée, près d'une ancienne mine, en pleine nuit, sans prévenir personne. J'ai plus de qu'en mot. Je ne pensais pas que ça comptait. Le parc est vide, ça compte toujours, Jimmy. Tu aurais pu te faire tuer. Il a baissé la tête. Je croyais que si je le revoyais et que je le filmais, ça arrêterait tout ça. Je lui ai demandé s'il avait vu quelque chose. Il a dit avoir entendu un bruit, une sorte de plainte. Mais il n'avait pas bougé. Il s'était forcé à rester dans sa tente. J'ai soupiré. Bonne décision. Bailey s'est assise à côté de lui. Il lui a gratté les oreilles. Je lui ai proposé de le raccompagner. Il a accepté. Il a éteint le feu, recouvert les braises, plié sa tente. Bailey s'est installée à l'arrière avec lui. Elle s'est levée contre lui comme pour dire « Tu as eu de la chance, et je te pardonne ». Mais alors qu'on redescendait la route en silence, alors que le dernier virage s'approchait, je l'ai vu. C'est là au dernier virage que je l'ai vu. Juste à la lisière des arbres, près de l'entrée effondrée de la vieille mine. Immense, immobile, sa silhouette surgissait des fourrés comme un tronc impossible, trop droit, trop haut, trop humain, mais déformé. Ses membres étaient longs, maigres, flottants comme des branches mortes. Mais ce n'était pas ce qui me glaça le sang, c'était sa tête. Ce n'était pas une tête, c'était une sirène rouillée, montée sur des tendons d'acier. Un haut-parleur ancien, dentelé, rongé par le temps. L'angle dans lequel elle se tenait, penchait légèrement vers l'avant, comme si elle écoutait la terre. Elle ne bougeait pas, elle ne respirait pas, elle se contentait d'être là, comme si elle avait toujours été là. Je n'ai pas ralenti, je n'ai pas regardé en arrière. Mes mains sont restées fixées sur le volant, mes yeux sur le sentier, pas sur le rétroviseur. Bailey, elle a juste frissonné, une fois, mais elle n'a rien dit. Jimmy à l'arrière était resté figé, blême, muette. Nous avons franchi les grilles du parc sans nous arrêter. Derrière nous, il n'y avait plus que le feu éteint, le poste désert, les mines et l'ombre dressée parmi les arbres guettant quelque chose que ni nous, ni le monde ne comprenions. Je n'ai jamais remis les pieds là-bas, pas le lendemain, ni les semaines suivantes. J'ai rendu mes clés par la poste. Je n'ai jamais remis l'uniforme. La camionnette est restée longtemps dans l'allée jusqu'à ce que je la vende. Bailey, elle remue encore la queue chaque fois que j'enfile mes bottes. Elle croit qu'on va y retourner. Mais on n'y retournera jamais. Le parc a rouvert. Quelques mois plus tard, le scandale s'était calmé. Les réseaux s'étaient lassés de Siren Head. On avait retiré les mines des brochures, mis des barrières plus solides, inventé un nouveau logo touristique.
un rebranding, un coup de peinture sur une tombe. Mais je surveille encore. Le nouveau chef de poste m'envoie parfois des emails, des photos d'élan, des bulletins météo, et parfois une question étrange. Il sait, ou à défaut il me croit, et ça c'est suffisant. Et quelque part il y a un certain soulagement à le dire. Mais je n'ai jamais oublié ce que j'ai vu. Pas juste la créature, pas juste le garçon, mais ce que ça signifie de voir quelque chose qui n'a pas sa place dans ce monde. Quelque chose d'ancien, de tapis, de réveillé. Siren Head. Ça sonne ridicule quand je le dis à voix haute, comme une créature inventée pour une chaîne YouTube. Mais je l'ai vu, de mes propres yeux. Et ça, on ne l'efface pas. Pas avec le temps, pas avec des rationalisations. Après avoir quitté mon poste, j'ai passé des heures à scruter des cartes. Pas seulement celles du parc, celles des forêts de tout le pays. Je me suis mis à lire tout ce que je n'aurais jamais ouvert auparavant. Des forums de chasseurs, des bases de données sur les disparitions, des théories sur les anomalies acoustiques près des sites industriels désaffectés. Et peu à peu, les récits se recoupaient. Différents lieux, différents noms, mais la même peur sourde sous les mots. C'est là qu'un ancien collègue m'a contacté. Un gars du Nord. Il avait entendu parler de ce qui s'était passé, par le bouche à oreille des anciens rangeurs. Il m'a demandé si je connaissais un certain Sam Carver. Non, jamais entendu parler. Et pour cause. Carver n'est ni garde forestier, ni chercheur, ni militaire. C'est autre chose. Un homme qui traque les choses qui ne devraient pas exister. Il appelle ça des anomalies. Mon ami m'a dit que Carver avait des cartes implants, des dossiers classés, des archives s'étendant sur des décennies. Et à la lisière de ces données, à plusieurs reprises. Quelque chose qui ressemble à Siren Head. Je ne l'ai pas encore rencontré. Mais j'ai un lieu, une date. Il ne fait pas partie d'un gouvernement. Il n'a pas d'uniforme, pas d'écusson. Mais mon instinct me dit qu'il sait quelque chose, ou qu'au moins il pose les bonnes questions. Celles que moi-même j'ai trop longtemps évitées. Alors je pars. Mon sac est prêt. Bailey attend déjà à la porte. Et la route s'étire devant nous, longue et incertaine. Peut-être que je reviendrai un jour. Peut-être que je raconterai d'autres histoires. Mais ce que je sais, c'est ceci. Il y a des choses dans les bois qu'on ne peut pas s'expliquer. Et certaines d'entre elles regardent en silence, en attendant qu'on les entende.